Le rêve de Laurent, l'ancien président ivoirien Koudou Gbagbo, rêve de voir l'alliance des États du Sahel s'élargir jusqu'à la lagune ébriée. Rêve réalisable si et seulement si le président du PPACI retrouve en 2025 le fauteuil présidentiel pour lequel d'ailleurs il n'est pas autorisé à compétir, du moins jusqu'à nouvel ordre. Gbagbo, lui encore, le Oudi de Maman a-t-il raison d'afficher trop tôt ses intentions alors que les vitrificateurs rôdent tels des lions rugissants cherchant qui dévorer Kémy Séba a failli en faire les nouveaux frais. Analyse géopolitique du rêve d'élargissement de l'AES avec nos invités au plateau. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Watouede Ounibo. Cher ami, bonjour. Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à nos téléspectateurs, un bonjour particulier à mes tireurs d'élite. Watouede Ounibo est activiste politique, écrivain, essayiste. Il prépare même un deuxième bouquin, ce sera pour quand? Très prochainement, dans quelques semaines. Il ne veut pas lever le secret sur cette nouvelle publication. Avec nous, également, sans suspense, celui qui ne bouge pas est là, Sogoyou Kegewi, bonjour. Bonjour Gilles, je vais finir par bouger, ne t'en fais pas. La semaine prochaine, je vends déjà la mèche. Bonjour Gilles, bonjour à nos chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de les retrouver. Et j'espère que le plaisir est partagé. Voilà. Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo, Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo prêt à élargir l'AES à son pays, la Côte d'Ivoire. Si vous êtes avec nous ce dimanche à midi, vous êtes donc en direct sur New d'Info et vous êtes autorisé à contribuer à la richesse de cette émission. Apportez-nous votre opinion au plus 228 96 08 43 43 et dans la seconde partie, ce sont vos messages qui feront l'émission. Je me ferai le plaisir de les relayer. Si c'est en différé sur notre chaîne YouTube New World TV officielle, soutenez cette émission avec votre pouce, likez-la. Et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir des notifications dès lors que nous publions de nouvelles vidéos. Commentez abondamment cette émission, apportez-nous votre point de vue et puis partagez-nous votre forum pour porter loin la voix de l'Afrique, la voix de cette Afrique qui refuse le colonialisme et qui veut s'élargir à l'AES. Alors, chers invités, en affichant publiquement son soutien à l'AES, c'était lors d'un entretien avec notre collègue Alain Foucault. Laurent Gbagbo est-il dans la logique de sa fibre panafricaniste, non unanime? Tout le monde ne lui reconnaît pas cette fibre, pas tout le temps. Guillaume Soro l'a sévèrement critiqué à propos. Donc est-il dans sa logique panafricaniste, dans la réelle politique, ou simplement c'est de l'opportunisme électoraliste? Watouede Ounibo. Merci Monsieur Gilles. Je pense que au regard de tout ce qui s'est passé avec la fin du régime de Laurent Gbagbo en 2010-2011, on peut se dire qu'il n'est pas à l'heure actuelle opportuniste. Quand on suit un peu les événements de comment les choses se sont passées, surtout en 2010-2011, où la période pendant laquelle j'allais dire la France a décidé d'en finir avec Laurent Gbagbo parce que quelque part il avait en son temps décidé de nationaliser les banques. Les banques commerciales qui étaient beaucoup plus affiliées, qui étaient en réalité les succursales des banques françaises, et qui avait aussi voulu quelque part reprendre le monopole de son économie qui était concentré dans les mains des Français. Et donc quand on suit tous ces événements à la fin Mais est-ce que c'était un projet politique ou une fâcherie justement avec oui, c'était beaucoup plus une fâcherie. Le monde de l'Occident qui cherchait à le dégager du pouvoir? Non, mais c'était, disons-nous les choses très clairement, on a beaucoup plus constaté cet élan souverainiste avec le président Laurent Gbagbo dans cette période électorale. Et c'est ça qui fait d'ailleurs
que les gens ont du mal à dire ouvertement que Laurent Gbagbo est un panafricaniste ou un souverainiste, parce que la période dans laquelle il a commencé par protester comme on appelle, contre l'élan géopolitique de la France dans son pays, c'était beaucoup plus dans cette période critique-là. Et donc, les gens ont du mal au regard de ces événements-là à dire que c'est un souverainiste, c'est un panafricaniste. Mais ces événements, je pense que ces événements ont apporté beaucoup plus à Laurent Gbagbo. Ces événements lui ont appris en réalité, je pense d'ailleurs qu'il a martelé dans son ouvrage avec François Mattei en 2014. Ces événements lui ont appris beaucoup, lui ont fait comprendre que si nos pays doivent réellement, quand on parle de développement en griffe, de réel développement, si nos pays doivent se développer de façon réelle, il faut qu'ils se débarrassent, que nos pays se débarrassent du cocon français, que nos pays s'éloignent de l'emprise française pour mieux se développer. Et donc moi je dirais que dans le contexte actuel, si Laurent Gbagbo estime que les pays de l'AES sont quelque part les pays vers lesquels il faut aller, vers lesquels avec lesquels il faut travailler, je pense que ce n'est pas autant opportuniste, dans la mesure où il a fini quelque part par adopter déjà avant même la constitution de l'Alliance des États du Sahel. Laurent Gbagbo avait déjà commencé par critiquer l'impérialisme français, même si, comme je le dis, je le rappelle toujours, c'était beaucoup plus pendant cette période critique de 2010, de 2011. Et donc, pour dire que aujourd'hui, moi j'aurais du mal, en toute honnêteté, à dire que c'est opportuniste. J'aurais du mal à le dire parce que Laurent Gbagbo a fini, comme je le dis, je le répète, il a fini par adopter cette posture souverainiste parce qu'il a vécu la France-Afrique. C'est quelqu'un qui a vécu la France-Afrique. Et souvenez-vous bien, il l'a rappelé quand il était venu au pouvoir tout fraîchement. Dominique Villepin avec Robert Bougie lui avait demandé par exemple de cracher dans le bassinet, et après avoir craché effectivement dans le bassinet, et quand il parle de l'histoire même de cracher dans le bassinet, je pense que il avait déjà dit depuis 2014 dans son ouvrage, c'est pas nouveau, même s'il n'avait pas évoqué des chiffres, pour la vérité et la justice, il avait déjà dit dans son livre que Villepin et Bougie lui ont demandé de cracher dans le bassinet au profit de Jacques Chirac. Et c'est à partir, par exemple, je ne sais pas trop, mais je pense que ça doit être à partir de ces fonds que lui-même il a décaissé à ces gens-là qu'on lui a créé cette rébellion-là. Et donc, Laurent Gbagbo n'avait pas assez de temps pour se concentrer, en tout cas c'est ce qu'il a expliqué, et je pense qu'il faut le croire quelque part. Il dit que les gens ne lui ont pas donné le temps de se consacrer réellement à l'indépendance de son pays, parce qu'il a pris toute sa jeunesse à lutter pour le multipartisme. Et après le multipartisme, après avoir intégré le système électoral, après avoir permis à d'autres aussi d'intégrer le système électoral au nom du multipartisme, il va encore maintenant faire face à l'emprise, comment on appelle, à une rébellion qui était en réalité orchestrée par la France à partir du Burkina Faso, présidé par comment il s'appelle, l'ancien président Blaise Compaoré. Donc c'était un peu compliqué pour lui, selon ce qu'il nous explique, c'était un peu compliqué pour lui face à cette rébellion, face à cette crise ou à cette multiple crise sociale, économique qui était créée par la France, d'affronter réellement le système. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Vous faites bien de le rappeler. Sur ces 10 ans pratiquement passés au pouvoir, 8 ou 9 ont été perturbés par ces rébellions qui venaient telles des vagues de la mer. Soroyou Kegewe, Laurent Gbagbo, faut-il lui faire confiance quand il fait part de son rêve de voir la Côte d'Ivoire rallier l'AES? Moi, j'estime qu'il faut lui faire confiance à 100%, pour ne pas dire à 1000%. Laurent Gbagbo, si l'AES était une idéologie, Laurent Gbagbo est un des précurseurs de l'idéologie AES. Mais pourquoi, depuis son arrivée au pouvoir, les Français lui ont déclaré la guerre? Pourquoi l'autre a voulu le vitrifier? Mais parce qu'il ne fait pas ce que les Français veulent. Il veut que la Côte d'Ivoire soit tant soit peu libre, indépendante, souveraine. Donc, et pourtant, il a donné les 2 milliards de francs CFA. Il a donné les 2 milliards. Quand un mendiant vient te déranger tous les jours devant ta maison, il faut t'en débarrasser. Parce qu'un chef d'État, il n'a pas que ça à faire. Les mendiants, aujourd'hui, c'est Bourgi, demain c'est Villepin, après c'est quelqu'un. Il faut s'en débarrasser. Et il a bien fait de s'en débarrasser. Mais eux, est-ce que ça les a empêchés d'aller comploter contre lui? Tu disais ici tantôt que Soro, lui, dénie le panafricanisme, machin. Mais c'est normal.
après toute la flopée de trahison que Soro a orchestrée contre Gbagbo, il ne peut pas dire aujourd'hui que Gbagbo est panafricain parce que ça va le dévaluer lui-même. On ne comprendrait pas pourquoi il a quitté un panafricain pour aller rejoindre un France-africain. Ben, il faut situer quand même, resituer les propos de Soro dans son contexte. Hein. C'était avant qu'il connaisse la brouille avec Alassane Ouattara. Oui, je dis que il était là-bas, il mangeait avec les autres. Est-ce que Soro avait imaginé un jour qu'il se retrouverait en petit oiseau en train de courir d'une ville à une autre, d'un pays à un autre? Donc, Soro a tellement trahi Gbagbo qu'il ne peut que parler comme ça. Mais demain, tu verras que le même Soro, d'ailleurs c'est déjà en voie, va se rallier à Gbagbo. Parce qu'en politique, ce n'est pas la peine de se laisser alourdir par les considérations du passé. On regarde l'avenir et comment on va gérer l'avenir. Avec qui on gère le mieux l'avenir, on le fait. Donc, Gbagbo, je disais, est le précurseur de l'AES. Il est celui qui, le premier, avait dit cette dépendance infantile à la France est dépassée. Depuis le temps d'Houphouët-Boigny, il était en bagarre avec Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny était l'enfant modèle de la France-Afrique. Mais il a combattu Houphouët-Boigny dans toutes les difficultés. Il a fait la prison, il a tout connu, il a connu l'exil. Et il est arrivé au pouvoir, naturellement, connaissant d'avance sa fibre panafricaine. On a tout fait pour ne pas lui laisser le temps de gérer la Côte d'Ivoire comme il le souhaitait. Actuellement, la Côte d'Ivoire serait un pays vraiment émergent, pas immergent dans les dettes, mais un pays émergent, c'est-à-dire qui serait engagé fermement sur la voie du développement. Au lieu de quoi, on l'a immergé dans les dettes, et puis c'est ça que les France-Africains admirent. Un pays endetté à mort, hein, contre la vie de Laurent Gbagbo. Il faut que Laurent Gbagbo, tu mets entre parenthèses que sa candidature n'est pas encore acceptée. Mais qui accepte sa candidature? J'ai déjà posé la question ici la dernière fois. Il faut que les gens cessent de jouer au rigolo. Hein. Le pays n'appartient pas à quelqu'un. Hein. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. C'est eux seuls qui vont décider de qui sera candidat ou non. On ne peut pas continuer ces jeux-là parce que ces jeux ont fait couler beaucoup de sang des Ivoiriens. Et je vois mal un homme politique ivoirien en train de recréer la même atmosphère d'exclusion pour amener encore les Ivoiriens à s'entretuer. Mais pourquoi, au juste, Laurent Gbagbo a-t-il autant d'admiration pour l'AES? Qu'est-ce qui l'attire au niveau? Qu'est-ce qui est enviable dans la position de l'AES aujourd'hui, selon vous? Non, l'AES aujourd'hui constitue pour Laurent Gbagbo la continuité de sa politique souveraine, en tout cas qu'il a entamé beaucoup plus pendant cette crise électorale de 2010-2011. L'AES, c'est cette continuité de sa politique. Et donc Laurent Gbagbo estime que lui, dans sa posture de chef d'État, ou en tout cas de présidentiel, qui aspire à une Côte d'Ivoire souveraine, à une Côte d'Ivoire indépendante, loin de toute domination étrangère, mais l'AES, c'est l'exemple le plus parfait aujourd'hui en tout cas, c'est l'exemple le plus parfait d'entité de pays africains constitués en bloc. C'est très important, constitué en bloc, mais pas constitué pour être encore dans les mains des puissances étrangères, mais constitué dans une dynamique souverainiste, dans une dynamique politique indépendante. Et donc Laurent Gbagbo se dit, tiens, avec tous les pays que je vois dans la sous-région, je pense que ce sont les pays de l'AES qui, franchement, pour moi... Bon, on le dit, rupture avec l'Occident, mais la Russie n'est pas loin, hein, la Turquie non plus, donc ça veut dire que... Non, mais on a tout le temps dit que les pays africains ne doivent pas, comment on appelle, rester dans l'autarcie, qu'il faut quand même s'ouvrir au monde, parce qu'on est dans un monde aussi géopolitique très, très dense, très, très féroce. Il faut quelque part s'allier. Et je pense que l'un des problèmes qu'avait en réalité aussi Laurent Gbagbo en son temps, c'était le problème d'alliance, les jeux d'alliance. Parce que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire en son temps aussi avait beaucoup plus des alliés puissants. Comme la Russie, comme d'autres pays, je vois mal. Je ne peux pas croire que ce qui lui est arrivé en 2010-2011 lui soit arrivé s'il avait des alliances puissantes. C'est parce qu'il n'y avait pas ces alliances et qu'il s'était enfermé strictement sur la Côte d'Ivoire que ce qui lui est arrivé. Et je pense que si ça n'arrive pas aussi à nos pays de l'AES, c'est quelque part parce qu'ils ont noué de puissantes alliances géostratégiques
géopolitiques qui leur permettent quelque part de résister. Je ne dis pas que c'est la Russie qui permet à ces pays de résister. Non, c'est d'abord une volonté politique. Ils ont d'abord cette volonté politique, mais au-delà de cette volonté politique... On peut le dire d'ailleurs. Et surtout encore qu'il faut mettre un bémol, hein, quand on parle de rupture avec l'Occident, il y a certains pays qui reviennent. L'Allemagne par exemple, l'Italie est moins... Appelons les choses par leur nom. Oui. Il y a des pays, soi-disant africains, qui sont cornaqués par l'Occident pour embêter d'autres pays africains qui veulent juste leur liberté. Et il est tout à fait logique que ces pays qui veulent la liberté cherchent des protecteurs, comme il l'a dit. Parce que si Gbagbo, en 2010, avait des protecteurs puissants, il ne lui serait pas arrivé ce qui est arrivé. Parce que, n'oublie pas ce qui est arrivé avec Assad en Syrie. Les rebelles fêtaient déjà la victoire à Paris, on formait déjà le gouvernement. Il a suffi que Poutine passe un coup de fil à Assad et dans les 30 minutes qui suivent, la victoire a changé de camp. La Russie aurait pu faire la même chose avec Gbagbo, mais elle ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas ces liens. Aujourd'hui, il faut le dire clairement, la Russie a dit qu'elle prend sous ses ailes les États du Sahel. Il faut décourager tous ceux qui croient qu'on va aller faire coup d'État, on va prendre le pouvoir, la France-Afrique va renaître de ses cendres, tous les petits voleurs, les transporteurs de Djembé vont revenir. Non, il faut que les gens sachent que ça ne va pas revenir. Si tu veux ramener ça, ok, tu auras te frotter au Satan de Poutine. C'est simple comme bonjour, il faut qu'on le dise. Parce que si on ne le dit pas, des gens vont continuer dans certains pays voisins à rêver de renverser Assimi Goïta, de renverser Ibrahim Traoré, de renverser Tchiani. Mais vous les renversez, on vous renverse. Poutine a les moyens de renverser tout régime qu'il veut, quand il veut. Et puis on pourrait dire que Poutine est peut-être dans une autre logique. J'ai lu une de ses déclarations de la semaine. Il affirme que l'Afrique sera un centre de croissance mondiale et il est prêt à accompagner. Bon, est-ce que... L'Afrique, c'est la croissance de l'Afrique qui rend malade les néocolons. Parce que je ne sais pas pourquoi les Africains ne comprennent pas ça. Les Occidentaux se disent, mais écoutez, on a laissé les Chinois s'échapper. On a laissé les Indiens s'échapper. On a laissé les Vietnamiens, les autres s'échapper. Mais si on laisse ces nègres s'échapper, on est foutus. Parce que eux, dans leur entendement, ils ne peuvent vivre que tant qu'ils ont le genou sous le cou de quelqu'un. Oui, mais vous parlez des néocolons, mais selon Emmanuel Macron, c'est la Russie qui réinstaure le néocolonialisme en Afrique. Quand la Russie a proposé une résolution, il y a à peu 2 jours, contre le colonialisme, qui a voté contre? Non, la France n'a pas voté contre, la France s'est abstenue. Elle s'est abstenue. Mais il y a de quoi? Parce qu'elle avait des esclaves pour voter contre. Elle a des esclaves nègres. Tu t'imagines un nègre au nez plus épaté que le mien qui refuse de voter contre le colonialisme, donc contre l'esclavage, contre l'exploitation des Noirs. Mais Macron, il est rusé. Il n'est pas aussi taré que les autres. Il a des esclaves qui ont voté ce qu'il veut. Non, beaucoup n'ont pas voté contre en réalité. Beaucoup se sont abstenus. Pourquoi s'abstenir de voter contre? Il me semble qu'un seul pays a voté contre. Comment un seul pays? Tu ne sais pas compter, Gilles. Moi, je ne veux pas parler, on va dire que j'ai cité des gens. Donc, Macron avait des esclaves complètement zélés qui vont voter contre la résolution russe. Si les Russes veulent nous coloniser, pourquoi ils font des résolutions contre le colonialisme? Ils n'ont pas voté, les esclaves n'ont pas voté parce que justement, s'ils votaient, la Russie aurait définitivement l'image du libérateur de l'Afrique noire. On peut avoir une autre lecture, ils n'ont pas voté peut-être parce que l'initiative venait de la Russie. Oui, bien sûr, parce que ça vient de la Russie et on ne veut pas donner à la Russie l'image d'un libérateur. Or, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est la Russie qui libère les pays africains des griffes colonialistes. Ça, est-ce que tout le monde le sait? Est-ce que j'invente quelque chose? Non, la Russie a toujours participé au processus de libération. Tout le monde le sait. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est les pays comme ça que la France veut. Et on fait comme ça, ils votent comme on veut. Si on te dit, normalement, un noir qui vote ça à l'ONU, au retour de l'aéroport de son pays, il faut le pendre. On le prend à l'aéroport parce que s'il met le pied sur le territoire, il souille le pays. Tu allais voter pour soutenir le colonialisme, la colonisation, l'exploitation, l'esclavage. Et tu reviens encore dans ce pays, c'est pas ton pays, il fallait prendre l'avion pour aller en France.
Alors, Laurent Gbagbo se dit même prêt à ouvrir la Côte d'Ivoire à l'AES s'il redevient président à l'issue de la présidentielle 2025, j'entends. Est-ce que Gbagbo ne compromet pas ses chances d'être démocratiquement élu en 2025 en affichant clairement donc ses intentions dès maintenant? Moi, je pense que c'est dans les deux cas. Dans un premier cas, c'est qu'il compromet, on peut le dire, on peut dire en affichant publiquement ses intentions de coopérer avec les États de l'AES, il compromet ses chances de redevenir encore président de la République, parce que quelque part, la France contrôle toujours, qu'on le veuille ou pas, la France a toujours contrôlé les systèmes électoraux de nos pays. Et donc, affichant cette position publiquement, dit à la face du monde que ces États de l'AES, je vais travailler avec eux, sachant bien que ces États de l'AES sont, comme on appelle pour la France, un des pays ennemis, parce que, disons-le très clairement, c'est la perception de la France. La France considère toujours ces pays qui ont voulu se libérer de son emprise comme des pays ennemis. Donc, quand toi tu affiches publiquement que tu vas travailler avec ces pays-là, c'est que tu te dis, la France, là je veux te défier en réalité. Et la France perçoit ça comme ça. Et donc tu compromets quelque part tes chances dans la mesure, c'est la France qui contrôle avec Alassane Ouattara le système électoral en Côte d'Ivoire, parce que jusqu'à l'heure actuelle, je pense que c'est la CENI, je pense la CENI, le conseil électoral chargé des élections, comme on appelle en Côte d'Ivoire. C'est CENI ou Sénat? Il faut que je vérifie. La commission électorale, c'est que c'est Ouattara, parce que la plupart des membres de cette commission sont contrôlés quelque part par le président Alassane Ouattara. Et donc, je peux dire que dans ce cas-là, mais sur les papiers, on a dit que c'est une commission indépendante. Mais là où je pense qu'il ne compromet plus ses chances, et c'est ça que je dis, là où je pense qu'il ne compromet pas ses chances, c'est que, mais il faut dire les choses de façon honnête. Tu penses quelque chose en politique, il faut le dire. On ne peut pas tout le temps accepter que nos politiciens ne nous disent pas leur agenda politique de façon claire. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, on a quelqu'un qui dit ouvertement, quand bien même il n'est pas encore accepté dans le processus électoral, il dit ouvertement que si lui, il était élu président de la République, il allait travailler avec les pays de l'AES. Et donc je pense que c'est de l'honnêteté politique. C'est de l'honnêteté politique. Et je pense que ça fait partie bel et bien d'une réelle politique. Ça fait partie de la réelle politique. On ne peut pas tout le temps nier certaines choses. On ne peut pas cacher ses intentions politiques. Il faut les avouer, il faut les assumer pleinement. Je pense que c'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait, et on espère très bien qu'il sera accepté dans le processus électoral. Encore que il a été exclu politiquement, pas juridiquement en réalité, parce que ceux qui ont été, on lui dit qu'il était impliqué dans cette histoire de, comment vous appelez ça, du braquage de la BCEAO, qui en réalité n'était pas du tout un braquage. On a constaté qu'en réalité, ce qui s'était passé, c'est que Laurent Gbagbo avait nationalisé les banques, en tout cas les succursales des banques françaises qui étaient installées en Côte d'Ivoire, et ça lui a permis d'avoir les fonds nécessaires de payer pendant quelques mois les salaires des fonctionnaires. Donc il ne s'est pas servi de l'argent du contribuable ivoirien qui était logé dans les banques. Il s'en est pas servi pour lui-même, non. Il s'en est servi pour payer les fonctionnaires de l'État, pour payer les militaires fonctionnaires, pour payer, comment on appelle, tout le monde. Et donc c'était pas en réalité du braquage. C'était pas du braquage. Et là, même ceux qui ont été condamnés, parce qu'ils étaient, je pense, 4 qui ont été condamnés en son temps pour 20 ans de prison. Et tenez-vous bien, on a amnistié 3 et on refuse d'amnistier Laurent Gbagbo. Au nom de quoi? En réalité, on ne le désignait pas comme l'instigateur. Je pense que c'était son ministre c'était l'un de ces ministres qui était beaucoup plus désigné comme l'instigateur. Et on amnistie tout ce monde-là et on refuse d'amnistier Laurent Gbagbo. Et donc pour vous dire très parce qu'il était devant la Cour pénale internationale en procès lors de cette amnistie qui a été votée en 2018. Donc, Sogolou Kegewe, vous pensez que Laurent Gbagbo a tort d'être très clair sur ses intentions? Comment il a tort? Être honnête aussi, savoir tort. Non, en politique, est-ce qu'il faut se comprendre? Est-ce qu'il ne faut pas il faut être user de la stratégie? Non. Laurent Gbagbo sait, il connaît son pays. Il sait que le peuple ivoirien, dans son écrasante majorité, est pro-AES. Est prêt à ce discours-là. Et est prêt à écouter ce discours et à le suivre. Il sait. La seule chose que je crains, c'est qu'il ne joue pas le tour de l'autre duo qui, à New York, vient de voter pour le maintien du colonialisme, pour l'apologie du colonialisme, alors qu'ils ont fait campagne sur le panafricanisme. Est-ce que tu comprends?
À part ça, Laurent Gbagbo sait. Il sait pourquoi il dit ça. Il sait que si c'est les Ivoiriens qui votent, rien que cette promesse de s'approcher de l'AES lui assure la victoire au moins à 70%. Il sait. Absolument. Maintenant, les autres qui s'agitent. D'abord, le pauvre Ouattara. Je vous ai dit la dernière fois ici que la sortie de Bourgi était une mise à mort politique de Ouattara. Tout le monde le sait. Ça veut dire que Macron n'en veut plus. Il n'en veut plus. On est en train de voir Tijani Thiam. Bon, est-ce que lui sera plus france-africain? Est-ce qu'il va donner? Parce que la France a déjà pris tout en Côte d'Ivoire. Hein. Il reste que les terres des paysans qu'on prend pour donner aux bases militaires. Sinon, la France a déjà tout. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que Tijani Thiam va leur promettre encore de mieux que ce que Ouattara a fait pour qu'on lui donne le pouvoir. Sinon, Ouattara, si Ouattara n'est pas candidat, de quelle force il disposera pour empêcher Gbagbo d'être candidat? Donc toi-même, tu n'es pas candidat, ta candidature n'est même pas sûre. Ton maître t'a appelé pour te dire arrête ces amusements-là, tu ne peux pas être candidat. C'est clair, c'est net. Si tu étais intelligent, c'est toi qui aurais fait appel à Gbagbo pour lui dire, ben écoute, je ne suis pas dans la course, viens voir comment on va gérer ça. Tu es là, entouré de gens inconscients. Oui, mais Excellence, Ouattara Honibo a souligné tantôt les contextes dans lesquels les élections se déroulent en Afrique de façon générale. À travers les révélations de Robert Bourgi, on a encore compris davantage dans ce contexte-là. Il ne met pas en cause ou en danger son élection démocratique. Exactement. Mais en Afrique aujourd'hui, être élu démocratiquement sous les auspices de la France est une honte, est une trahison envers le peuple. Quand dans un pays francophone, tu es proclamé démocratiquement élu, ça veut dire que tu as déjà trahi ton peuple et que tu as donné tous les pouvoirs à ton colonisateur. Donc être politiquement, démocratiquement élu dans les pays francophones est une honte, une trahison. Donc Gbagbo n'a pas besoin d'être élu démocratiquement avec le papier de l'élection signé à l'Élysée. C'est ça qu'il refuse. Et je te garantis que l'AES est un bon point d'arrimage qui lui permettra de gagner les élections sans avoir besoin qu'on signe son élection à Paris. J'insiste sur la question parce que visiblement la France a changé de méthode à l'endroit de ceux qui lui tiennent un peu tête. Dernière illustration, l'interpellation de Kémy Séba à Paris dans des conditions rocambolesques. Dans ce contexte-là, Gbagbo n'a-t-il pas intérêt à jouer plus habilement? Ouattara Honibo. Ouais, on peut le dire ainsi. On peut dire au regard de la brutalité. Bon, la France a toujours exercé de la brutalité politique. Oui, mais ce qui s'est passé avec Kémy Séba la dernière fois, arrêté avec des gendarmes encagoulés. Les services de renseignement, plus précisément, parce que ce n'étaient pas des policiers classiques qui les ont arrêtés, c'était beaucoup plus, je pense, les services de renseignement. Alors que la justice n'avait pas des documents, des renseignements aussi sérieux sur lui. Du tout pas. Il y avait pratiquement rien. Il y avait pratiquement rien. Au fait, je pense effectivement que quand on suit ces événements qui se sont déroulés la semaine dernière avec Kémy Séba, d'ailleurs il faut le rappeler, ces événements ont montré très clairement, contrairement à ce que nous racontaient les médias mainstream, Jeune Afrique et France 24, que Kémy Séba est ci, est ça et tout. Mais la semaine passée, l'arrestation a permis très clairement de comprendre que Kémy Séba n'était pas ce que ces médias-là disaient. Parce qu'au bout de 48 heures, on n'a pas pu relever... si on avait trouvé la moindre pécati... Non, mais s'ils avaient trouvé la moindre erreur, mais ils allaient très franchement déposer Kémy Séba. Mais ils n'ont pas pu trouver quelque chose. Et c'est la preuve que Kémy a été tout le temps transparent. Et c'est ça que je disais la dernière fois. C'est pas la justice française qui est transparente, qui est libre face à des leaders noirs. Du tout pas, je ne pense pas. On peut le dire aussi parce que dans d'autres contextes, malgré moi, je ne pense pas face la vacuité du dossier, on aurait pu le mettre face à des leaders noirs. Je pense que la justice française, en tout cas le parquet, parce qu'on n'est pas encore allé à un autre niveau, on est au niveau du parquet français. Moi, je ne pense pas que le parquet français soit libre, transparent face à des leaders noirs. Je pense tout simplement que c'est Kémy Séba qui était tout le temps transparent dans sa démarche politique depuis des années. Et c'est ça qui empêche ces gens-là de lui coller des dossiers pour empêcher son excellence, sa marche politique. Tu sais, tu as vu dans la mer, dans les océans, les poissons, les gros poissons avalent les petits poissons. Mais je te garantis qu'il y a des petits poissons qui ne sont pas faciles à avaler. Si tu l'avales, tu es obligé de le revomir, sinon c'est toi qui meurs. Mais Kémy Séba, on le prend pourquoi? Tout ce que Kémy Séba veut, il l'exprime ouvertement. Il n'est pas dans le complot. Il dit tous les jours clairement ce qu'il veut.
Il dit qu'il veut chasser la France de l'Afrique. C'est un objectif tellement noble qu'on ne comprend pas que tous les Africains ne se lèvent pas pour l'applaudir. Kémy Séba, Nathalie Yambo, Banda Kani, tous ces gens-là, ils sont clairs. Si tu me dis aujourd'hui, Nathalie Yambo, on lui a même interdit l'accès au territoire français. Ça change quoi? La dame, elle est suisse. Il vaut mieux être suisse que français. Donc elle est interdite de séjour. Pourquoi ils n'ont pas interdit à Kémy Séba d'entrer en France? Il est rentré en France. Il n'est pas venu comme un clandestin. Il avait un visa Schengen avec un passeport diplomatique nigérien. Oui. Est-ce que la France n'est plus dans Schengen? Oui, mais ça aussi, avec un passeport diplomatique, vous êtes ambassadeur. Est-ce qu'on aurait pu l'interpeller dans ces conditions? Est-ce qu'on a tenu compte de son passeport diplomatique? Qu'est-ce que le passeport diplomatique africain vaut? Non, le passeport diplomatique africain ne vaut rien quand tu es pourchassé par les politiciens exploitants français. C'est tout. Sinon, dans tous les pays du monde, le passeport diplomatique est sacro-saint. On ne touche pas. Mais eux, est-ce que ici, tu crois que tu peux arrêter un Français qui a un passeport diplomatique? Tu ne peux pas. J'avais connu même à l'aéroport la dernière fois. Tu ne peux pas, ça ne se fait pas. Si tu le fais ici, je serai le premier à te critiquer, même si c'est un Français. Je te dirai que tu n'as pas le droit de l'arrêter. Mais eux, est-ce qu'ils ont des scrupules? Surtout que c'est un noir. Mais je vous dis, qu'est-ce que vous avez, combien de temps vous mettez pour comprendre que dans la tête de ces gars, les noirs ne sont pas des humains? Non, mais c'est ça. Combien de temps? Tu ne peux pas faire ça à un Français, à un Anglais, à un Américain, à un Chinois, à un Allemand. Tu ne peux pas l'arrêter avec le passeport diplomatique. Mais comme c'est un noir, surtout un noir qui ose réfléchir, alors que la majorité des noirs... Excellence, vous risquez d'être pris et jeté en prison en France pour racisme. La prochaine fois que vous mettrez pied là-bas. En France pour racisme. Est-ce que ce racisme se cache? Est-ce qu'on cache ce racisme? On ne le cache pas. Tout ce qui se fait, on ne le cache pas. Pourquoi les Noirs sont toujours sous la botte de la France? C'est parce qu'ils sont noirs. Le bordel qu'ils foutent dans nos pays, ils peuvent le faire en Tunisie, ils peuvent le faire au Maroc, ils peuvent le faire en Algérie. Pourquoi c'est seulement chez les Noirs que c'est possible? Et tu dis, tu me parles de racisme, c'est pas moi le raciste. Donc il faut que les Africains comprennent. Tu peux transporter... Attends, quand on l'a arrêté, j'ai vu beaucoup d'adversaires de Kémy Séba qui sont rentrés dans la danse. Ils seraient arrivés pratiquement avec un lot de passeports de tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. Mais on vous dit que le gars a un passeport diplomatique nigérien. Et ajoute au fait que le Niger n'est pas une bonne référence pour la France. Ils se disent, mais tu viens nous narguer avec le passeport diplomatique du pays que nous, on n'aime pas. Mais le problème n'est pas que vous l'aimiez ou non. Oui, mais là-dessus, il faut quand même remercier Tchiani, le général, d'avoir donné quand même ce document qui protège, quoi qu'on dise quelque peu, ces activistes qu'on pourchasse ailleurs. Tchiani est un panafricain. Tchiani lutte pour l'indépendance, la liberté, la souveraineté du Niger et des Nigériens. Quoi de plus normal que d'aider, de donner un coup de pouce à ceux qui luttent pour la souveraineté des Noirs? Mais dis-moi, Gilles, que tu me parles de racisme. Dis-moi le seul coin du monde où un Noir est libre. Tu sais ce qui se passe dans les Antilles? Tu sais ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie? Haïti, on peut multiplier les exemples. Oui. Dès que tu as pour un Noir ou basané, mais tu es condamné. Tu es condamné, tu n'as aucune liberté, tu n'as aucune dignité, tu n'es pas humain, tu n'es pas respecté comme tel. Même aux États-Unis, je peux vous rappeler l'épisode de George Floyd. Ouais, de Floyd, oui. Ah ben, ce n'est qu'un épisode sur 1000 cas. Donc, même en Amérique, qui se dit pays des droits machin. Mais regarde ce qu'on fait au Noirs. Un policier blanc peut s'amuser dans la rue à abattre un enfant noir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune conséquence. Il n'y en a pas. Alors, donc, ce racisme, ce n'est pas moi qui le professe. C'est le racisme que je constate. Je ne le professe pas, je le constate. Mais pour refermer cette parenthèse, Kémy Séba, Ouattara Ounibo, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il a été imprudent, sachant ce que la France lui reproche d'avoir mis pied à Paris? Moi, je ne pense pas que Kémy Séba soit imprudent, comme on appelle, en allant en France. Pour moi qui suis proche de lui, en tout cas pour ceux qui sont proches de lui, quand on a appris son arrestation, j'avoue qu'il y a en quelques secondes une frayeur. On s'est dit,
Qu'est-ce qui se passe encore? Mais je pense que les minutes à suivre, on s'est ressaisi parce que tout le temps on a été formé, on a toujours prévu, on a toujours fait des cas de simulation pour des événements du genre. Je pense que ce qui est arrivé à Kémy-Séba la semaine dernière, c'est pas... Je ne pense pas. Et d'ailleurs, je remercie, comme on l'a toujours fait, le général Tiani qui a compris la nécessité de lui délivrer un passeport diplomatique, de lui apporter son soutien, de montrer à la face du monde que le Niger est resté dans la dynamique souverainiste et va protéger tous les leaders, tous ceux qui sont dans cette dynamique un peu partout dans le monde. Mais je ne pense pas que ce soit le passeport diplomatique qui est protégé Kémy-Séba la semaine dernière. Je ne pense pas. Je pense tout simplement que, parce que si c'était le passeport, on n'allait jamais oser lui mettre la main dessus. Mais disons, ce n'est pas le passeport seul, parce que écarté aussi du doigt, je pense tout simplement que la seule chose, je pense que la seule chose qui a permis la libération de Kémy-Séba la semaine dernière, c'est tout simplement sa transparence politique, sa transparence dans la démarche politique qui est la sienne depuis, je pense, près de 24 ans déjà. Partout où il passe, dans ses ouvrages, dans ses conférences, il a toujours martelé, il n'a jamais fait de secret, il n'a jamais fait de tabou sur ses connaissances géostratégiques. Il a toujours dit dans ses ouvrages qu'il est allié à l'Iran, qu'il partage au Venezuela, même le cas critique qu'on pourrait ne jamais, si j'en connais beaucoup qui ne vont jamais l'avouer, le cas du Hezbollah libanais. Kémy-Séba a toujours dit expressément dans ses ouvrages qu'il partage certaines luttes du Hezbollah libanais. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de tabou. Il a été tout le temps transparent. Je pense que c'est une leçon pour nous autres jeunes Africains qui aspirent, en tout cas, à faire du panafricanisme, qui aspirent à mettre le panafricanisme à l'échelle institutionnelle dans nos pays. Il faut rester dans une dynamique où il n'y a que la transparence. Parce que s'il n'y avait pas de la transparence, moi je ne pense pas que Kémy-Séba puisse s'en sortir aussi facilement. Je ne pense pas. Alors, pourquoi s'il n'est pas imprudent, pourquoi il était à Paris? Je dis certains lui reprochent il n'est pas allé en cachette. On l'a pris dans un restaurant. Il est sorti, 4 jours, 5 jours après même, son 4 arrivée. ou 5 jours après, il ne se cachait pas. Faisons très attention. La France, c'est la France. Et ces dirigeants négrophobes actuels sont ces dirigeants. C'est différent. Parce qu'aujourd'hui, dans nos pays-là, on se sent nulle part mieux en Europe qu'en France. Donc il ne faut pas faire de la France une terre ennemie ou un peuple ennemi. Non. Et justement, moi j'ai écouté certains Africains sur des arguments, franchement, dire par exemple que parce qu'on critique la France, qu'est-ce qu'on est allé chercher là-bas, mais c'est quand même... Rien n'est plus dangereux que l'inculture et l'ignorance. Très clairement, c'est des craintes politiques. C'est l'inculture et puis en plus la jalousie, l'envie, il jalousait envie Kémy-Séba. On critique la France. La France nous critique aussi, mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Est-ce qu'on a cassé les Français de nos pays? Donc, la France, c'est un territoire de plus de 550 000 km². Je parle de la France métropolitaine. Personne ne fait de procès, ni à la France, ni au peuple français. Mais on a la dent dure contre ces dirigeants inconscients. Parce que c'est depuis le début, je dis ici, il suffit à ces dirigeants de changer de logiciel, de changer de langage envers l'Afrique, et tout sera réglé. Mais non. Au lieu de quoi ils empirent les choses de jour en jour en disant ah c'est les Russes. C'est qu'ils sont convaincus, et tu vas me dire encore que je suis raciste, ils sont convaincus que les Noirs sont tellement bêtes, que sans les Russes, ils seraient toujours en train d'applaudir le colonialisme, comme les autres viennent de faire aux Nations Unies. Voilà. Mais si vous me le permettez, en réalité, officiellement, les médias nous ont dit que Kémy-Séba a été arrêté dans un restaurant. C'est faux. Kémy-Séba n'a jamais été arrêté dans un restaurant. Kémy-Séba a été en réalité, c'était devant un restaurant. C'était pas à l'intérieur du restaurant. C'était faux. Ils ont été arrêtés devant, ils passaient devant le restaurant parce qu'ils attendaient, comment on appelle, qu'on vienne les chercher. Et donc c'est devant le restaurant qu'ils ont été arrêtés. C'était pas à l'intérieur du restaurant. Et je voudrais encore préciser que il faut que nos jeunes, moi je pense que c'est une très belle leçon ce qui s'est passé la semaine dernière avec Kémy-Séba. Moi j'avoue, j'ai appris beaucoup de choses. Je me dis là, c'est encore une belle leçon si les gens l'ont libéré. Ils n'ont pas arrêté Kémy-Séba espérant le libérer aussitôt. Non, je ne pense pas. Puisqu'on avait commencé par... Pour eux, 30 ans. Pour eux,
Comme si c'était un criminel de guerre. Alors que chez eux, les criminels de guerre se promènent, on leur fait rien. On leur fait rien. Nicolas Sarkozy continue toujours d'avoir dans ma tête, j'avais beaucoup réfléchi, excellent. Je dis, mais comment on peut laisser circuler Robert Bourgi et on prend Robert Bourgi qui fait planer sur la tête 30 ans de prison. Il circule. Sarkozy, il circule après avoir fait ce qu'il a fait à Gbagbo, après avoir tué Kadhafi, il circule. Même le général Lecointre qui dit ouvertement publiquement qu'il faut venir encore en Afrique coloniser les pays. Il va revenir coloniser l'Afrique. Il circule, on l'applaudit même en France. Il a même reçu par l'Afrique. Alors, tu trouves que c'est moi le raciste, hein? Même après avoir tenu ce discours de brutalité contre l'Afrique, le général Lecointre a été reçu par officiellement. Il a été reçu par qui? Par le président par lui a tiré le tapis rouge. Non, je ne veux même pas le nom de quelqu'un. Mais il a reçu par des gens qui ont pillé leur pays pour aller stocker l'argent en France et qui craignent que s'ils ne sont pas les doigts sur la couture, on va les spolier de leurs biens. Mais c'est ça, très clair. Oui, Excellence, je voudrais qu'on aborde rapidement ce dernier aspect avant d'aller à la pause. Laurent Gbagbo a parlé dans un contexte particulier où au sein de l'AES, des voix contestataires s'élèvent de plus en plus pour réclamer gouvernance, élection démocratique. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que Laurent Gbagbo a besoin d'apporter son soutien? Écoutez, élection démocratique, une chose est sûre. Élection démocratique aujourd'hui au Mali, Assimi Goïta gagne à peu près à 70-15%. Au Burkina, le jeune Ibrahim, il va frôler les 80%. Et au Niger, dans les 70-15%. Donc, ça ne leur coûte rien d'organiser les élections. Mais c'est une perte de temps parce que et perte d'argent peut-être aussi. Une perte de temps et d'argent. Et pourquoi les gens réclament ces élections? C'est ceux qui ont cru que par le terrorisme, ils vont flinguer les 3 dirigeants de l'AES. Ils se rendent compte que ce n'est pas aussi facile qu'ils croyaient. Bon, on va organiser les élections pour les mettre dehors parce que les confessions de Bourgi sur la façon dont Gbagbo a perdu le pouvoir nous disent clairement que si Assimi Goïta organise les élections, il les gagne à 80%. Mais les parents français vont atterrir sur Bamako pour dire qu'il a perdu et que ce n'est pas lui qui doit être président. On va prendre un de ses valets locaux pour mettre. Donc il ne faut pas s'amuser avec le devenir et le destin des peuples. Les présidents des 3 pays, ils savent eux-mêmes qu'il faut des élections. Comment on fait des élections dans un pays où les terroristes tuent matin, midi, soir dans tous les coins et les terroristes sont soutenus par qui? Par les mêmes qui demandent les élections. Tu trouves du bon sens dedans? Donc pour vous, élection oui, mais il faut encore du temps. Élection oui, dans un pays apaisé. En paix. C'est tout. Mais tu te rappelles au Mali, un responsable politique qui était même à la CEDEAO, je ne sais pas quel diable l'a piqué, il est venu, il était candidat, les terroristes l'ont enlevé, ils l'ont gardé chez eux pendant combien de temps, on l'a libéré, il est revenu. Il est décédé quelques temps après. Tu te rappelles, il s'appelle pas quelque chose Cissé ou quelque chose. Ouais, c'est un Cissé. C'est un Cissé. Je pense même ancien premier ministre. L'UMOA, oui, etc. Mais comment il a fini? Oui, vous pouvez réagir en 1 minute pour conclure. Moi je pense que à un moment donné, il faut que nos dirigeants de l'AES puissent organiser, comment on appelle, des élections. Oui, à un moment donné. Est-ce que le contexte s'y prête à l'heure actuelle? Est-ce que ce ne sont que des élections? On a besoin pour stabiliser, comment on appelle, le pays. Les élections, on a tout le temps organisé des élections dans ce pays-là à coût de milliards. Et donc, est-ce que ce sont les élections qui vont enrayer le terrorisme? Est-ce que ce sont les élections qui vont, comment on appelle, faire reculer la famine, la misère dans ces pays-là? Je ne pense pas. Je pense tout simplement qu'il faut que les politiciens de ces 3 pays comprennent la nécessité pour le pays d'abord de se stabiliser en termes sécuritaires, en termes aussi économiques, parce qu'on ne va pas que parler de sécurité, il faut aussi parler d'économie. Et je pense que ces 3 pays-là aujourd'hui donnent la possibilité à leur population de vivre dignement, socialement et économiquement. On a vu il y a de cela quelques semaines ou quelques jours seulement des mesures économiques et sociales qui ont été prises au Niger sur des denrées alimentaires, sur le ciment par exemple, qui, vous prenez le cas par exemple du Bénin comparativement
au Niger. Le Niger qui, on nous dit, est en crise, est le pays le plus pauvre au monde. Aujourd'hui, au Niger, c'est vrai qu'il se vend entre 51 et 59 000 francs CFA. 5 000 pratiquement, qui est en réalité... une réduction de plus de 35%. C'est plus de, je pense, la moitié ou bien même le triple de ce coût-là. Je voulais ajouter un mot avant que tu ne fasses la pause. Mais les mesures sociales dont il parle, mais c'est de ça que les populations ont besoin, en réalité. Pas des élections. Oui. Parce que un pays en guerre ne peut pas faire les élections. C'est la preuve qui nous a été assénée par Zelensky en Ukraine. Ouais, je vais vous relancer sur ces dossiers, voilà. Mais j'ai un rendez-vous important dimanche prochain, juste après l'émission, Excellence. Ouais. Il y a un rendez-vous important. Adebayor fait son jubilé avec un dernier match sur le terrain de Kégué, où il a invité les stars du monde entier. Didier Drogba a donné son accord pour venir soutenir Thierry Henry, Samuel Eto'o, Nwankwo Kanu. Je sais que vous n'aimez pas le foot, mais ce dimanche-là, il faut être au stade. Hein. Dire comme ça. 1% des Togolais aiment le foot. Moi, j'aime le foot. Il ne s'agit plus de foot, mais d'aller apporter notre soutien à quelqu'un qui a tant donné au Togo. Oui, il faut apporter ce soutien parce que ce que Adebayor fait, disons, agrandit l'image du Togo à l'extérieur. Et de l'Afrique d'ailleurs. Hein, et de l'Afrique. Il t'a dit que je suis allé au Qatar. J'ai rencontré un vice-ministre. J'ai dit, mais monsieur le ministre, je vous invite au Togo. Il m'a posé une condition. Si tu es sûr que tu peux me faire serrer la main à Adebayor, je viens. Mais moi, je ne connais pas Adebayor. Il est togolais, mais je ne sais pas où il est. Moi-même, je ne lui ai jamais serré la main. Tout ce stade dimanche le 27 pour le jubilé d'Adebayor. Togo. Et je crois qu'il faut soutenir ça, vaille que vaille. C'est pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot. J'aime mon pays. Et celui qui fait la promotion de mon pays, je le soutiens à 100%. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui a fait les grands championnats, qui a donné du plaisir à tout le monde. Même s'il a marqué beaucoup de buts au Bénin. Ah ouais, non, mais on l'aime beaucoup au Bénin. On l'aime beaucoup. Nous allons marquer une pause pour une édition de Journal. On se retrouve dans 10 minutes pour la suite et la fin de New World Forum. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.